Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on filme une vidéo 5 romans. Avec les vidéos 5 romans, je vous parle de mes 5 dernières lectures. Alors, le format s'appelle 5 romans, mais je ne vous parle pas que de romans. Il arrive que je vous parle d'essais ou de poésie, par exemple, dans ce format. La dernière vidéo 5 romans remonte vraiment à il y a pas mal de temps et depuis, j'ai lu vraiment énormément de livres. Et j'avoue que ça me déprimait un petit peu parce que je voyais tous les livres dont j'avais encore à vous parler et je me disais mais je vais jamais y arriver, surtout que j'arrive pas forcément à débloquer énormément de temps pour filmer, faire du montage, du coup j'étais en retard. Et donc je me suis dit que j'allais tout reprendre à zéro, donc cette vidéo 5 romans, ce sont effectivement les 5 derniers romans que j'ai lus, j'ai recommencé en fait au début de l'année 2024. Mais dans la vidéo de bilan de l'année 2023, j'ai de toute façon parlé de mes lectures les plus intéressantes, les plus importantes, les meilleures et les pires. Donc vous avez quand même les lectures les plus intéressantes que vous pouvez retrouver dans cette vidéo. Je ne sais pas encore si la vidéo bilan sortira avant ou après celle-ci. Mais en tout cas, elle sera là, elle est prévue, tout est noté, le script est écrit. Je ne l'ai pas encore filmée, mais il est possible que je la filme après et que je la sorte quand même avant. Bref, de toute façon, vous verrez bien comment c'est sur ma chaîne. Soit elle est là, soit elle n'est pas là. Et si elle n'est pas là, elle va arriver bientôt. Cette vidéo 5 romans est marquée sous le signe de la déception. Ce sont 5 lectures qui sont vraiment bof. Il y en a une seule qui est sympa et encore c'est un essai très court. Donc préparez-vous à m'entendre aller dans cette vidéo. Le premier livre de mon année 2024, ça a été La petite bibliothèque du bonheur de Felicity Hayes McCall. Alors c'est l'histoire de Hannah, je regarde mes notes en même temps parce que j'ai déjà oublié ce livre, ce qui montre un petit peu la teneur émotionnelle de ce livre. Bref, c'est l'histoire de Hannah, elle vivait une vie un petit peu idyllique à Londres et elle a découvert que son mari la trompait, alors elle est retournée en Irlande vivre auprès de sa mère et elle est devenue la responsable de la bibliothèque du village, sauf qu'elle a beaucoup de mal à s'adapter à cette nouvelle vie, jusqu'au jour où elle découvre qu'elle a hérité d'une maison, une vieille maison que sa tante lui a léguée, et elle décide de faire reconstruire entièrement cette maison pour y habiter. Alors, La petite bibliothèque du bonheur, ce livre porte très mal son nom. Déjà parce que il est très peu question de la bibliothèque, mais vraiment très peu. Et ensuite parce que du bonheur, je n'en ai pas trouvé une goutte durant cette lecture. Alors, par où je commence ? Je vais commencer par le fait que l'intrigue ne fait aucun sens. En fait, tout part dans tous les sens tout le temps. Ça veut dire qu'il y a plein de personnages qui apparaissent, qui d'un coup prennent une importance incroyable alors qu'ils ne servaient à rien depuis le début. Les personnages n'ont aucun sens, en fait, je me suis attachée à personne, j'arrivais à croire qu'aucun de ces personnages était réel. En fait, quoi qu'il leur arrive, ça m'était complètement égal. Hannah, le personnage principal, est insupportable, elle est géniarde, elle est méchante, mais vraiment méchante. Elle est décrite par les gens du village comme c'est la bibliothèque aigrie, qui refuse qu'il y ait des gens qui rigolent dans la bibliothèque et qu'il y ait des gens qui se rassemblent et qui papotent dans la bibliothèque, quoi. Voilà, non, ne touchez pas vos livres avec vos vieux doigts sales, mais t'es là, oui, mais tu as même pas 50 ans, Anna, c'est un peu trop tôt pour être une vieille peau. Donc du coup, voilà, donc on nous présente le personnage comme ça, donc ultra antipathique, avec des problèmes avec sa mère. Ça me donne vraiment envie de la suivre et de l'aimer. Et à un moment, elle change, mais on sait pas trop pourquoi, on sait pas trop ce qui l'a fait changer. L'histoire de la maison, avec la rénovation de la maison et tout, ça pourrait être super intéressant, mais en fait, bah pareil, c'est éclipsé vachement. Sur la couverture, on voit le bibliobus. Alors je me suis dit, mais trop bien, va y avoir le bibliobus, il va y avoir des escapades dans la campagne irlandaise, on va avoir des descriptions de paysages trop beaux et tout. Non, elle prend le bibliobus 2 fois et pendant tout ce temps, c'est juste elle dans sa tête qui râle en mode j'ai déjà oublié quel était l'enjeu de ce livre, probablement parce qu'il n'y en avait pas. Autant vous dire que passez votre chemin. Voilà, ça ne vaut pas le coup, ce n'est pas une bonne lecture feel good. Et qu'est-ce que le livre est long. Mais c'est long, mais rien ne se passe. Et il parle, et c'est long. Bref, je vous conseille de passer votre chemin et de vous tourner vers d'autres livres feel good. J'ai entendu dire
que les livres de Jenny Colgan dans le même style étaient beaucoup mieux. Personnellement, je n'ai pas encore lu du livre de Jenny Colgan, mais j'arrive sans peine à imaginer que ça peut être mieux que ça. Maintenant, on va passer à la seule lecture relativement sympathique de cette vidéo 5 romans. Il s'agit d'un essai qui s'appelle « Le français va très bien, merci » et c'est signé par les linguistes atterrés et ES. C'est donc un ouvrage par un collectif de plusieurs linguistes de différents pays francophones qui parle du français, de la langue française et de son évolution. Bonjour, c'est la Paper du futur. Je me suis rendu compte, alors que j'étais en train de faire le montage de cette vidéo, que j'ai effacé la vidéo où je parle de mon avis pour cet essai. Donc ce n'est pas grave, je vais juste vous le refilmer. Le reste de la vidéo va bien et toutes les autres parties, tous mes autres avis ont été conservés. Donc dans cet essai, il y a différents linguistes qui répondent à des questions sur la langue française, sur différents sujets. Donc ils parlent de la féminisation de la langue, de l'écriture inclusive, du fait qu'on utilise de plus en plus d'anglicismes, du pouvoir de l'Académie française sur la langue, et ils débunkent tout un tas d'informations qui sont fausses. Tout ça dans le but d'expliquer que le français va très bien, merci, et qu'il ne faut pas s'inquiéter d'une appauvrissement de la langue qui n'arrive tout simplement pas. Personnellement, c'est un essai que j'ai beaucoup aimé lire parce que ça m'a conforté dans la plupart des idées que j'avais déjà. Non, le fait d'utiliser l'écriture inclusive ne détruit pas la langue française. Non, faire des fautes d'orthographe non plus, d'ailleurs. Il n'y a absolument rien qui force les gens à écrire un mot d'une manière ou d'une autre. Il n'y a aucune règle, aucune loi de cette sorte. Ça veut dire que si je décide d'écrire avec des fautes d'orthographe à partir de demain, personne ne peut m'emprisonner pour ça. L'Académie française n'a absolument aucun pouvoir décisionnel sur la langue. Donc quand un certain dictionnaire accepte le mot yel et que certaines personnes politiques disent qu'ils sont très déçus et qu'ils vont écrire de ce pas à l'Académie française, ils peuvent le faire. Mais ça ne changera rien, parce que ni les dictionnaires ni l'Académie française ne sont responsables des règles de grammaire et des règles sur le français. C'est un essai que j'ai envie d'offrir à toutes les personnes qui m'ont déjà dit que utiliser l'écriture inclusive dénaturait la langue, ou que je saccageais la langue de Molière, expression qui d'ailleurs ne veut rien dire. Donc voilà, c'est un essai qui est vraiment très chouette à lire. En plus, c'est publié chez les Tracts Gallimard, c'est seulement 3,60 € et c'est vraiment un tout petit livre qui se lit très rapidement, donc je vous le recommande. Je profite du fait que je viens du futur pour vous dire que je vais vraiment parler très très mal des 2 prochains livres. Alors personnellement, j'ai beaucoup ri moi-même en montant la vidéo, donc je pense que vous allez passer un bon moment. Néanmoins, j'aimerais légèrement nuancer mon propos. Je vais utiliser pas mal de gros mots, je m'en excuse à l'avance, et évidemment, cet avis n'est que le mien, et si vous avez lu ces livres, et si vous avez aimé un de ces livres, cela ne veut pas dire que vous êtes un mauvais lecteur, cela ne veut pas dire que vous avez de mauvais goûts, c'est tout simplement mes goûts personnels, et j'aime bien vraiment parler super mal de romans, m'énerver. Je joue aussi la carte de l'exagération parce que je trouve que ça rend la chose d'autant plus drôle et ludique. Voilà, vous êtes prévenus, mais je vous souhaite une bonne continuation de vidéo. Le livre suivant est un recueil de poèmes, il s'agit de And Yet de Kate Baer. J'ai lu ce livre parce que j'y ai eu accès grâce à un abonnement à une de mes médiathèques en Allemagne. Donc en fait, j'utilise l'application Libby. Je vous dis ça juste comme ça parce que c'est une application que j'utilise beaucoup. En fait, c'est différentes médiathèques dans le monde, alors particulièrement en Allemagne, qui sont inscrites à ce programme. Et en fait, vous avez accès du coup sur votre portable avec l'abonnement à votre médiathèque à plein de livres, des livres audio, principalement en anglais personnellement pour les médiathèques auxquelles je suis inscrite en Allemagne. Et du coup, j'ai regardé un peu ce qu'ils avaient en matière de poésie contemporaine, parce que c'est un genre que j'aime bien, que j'ai découvert relativement récemment grâce à mon ami Les Pieds sur la Lune, que je dois arrêter de mentionner en vidéo parce que j'ai l'impression que la moitié, dans toutes mes vidéos, elle apparaît, mais c'est normal, c'est mon acolyte de lecture, et je sais qu'elle regarde cette vidéo. Mais voilà, j'avais beaucoup aimé Rupikor, elle m'avait offert un recueil de Nikita Gil que j'avais beaucoup aimé. Voilà, j'avais découvert Cho Nam-jo aussi, qui est une autrice de poésie coréenne, dont j'avais lu un recueil et que j'avais beaucoup aimé. Donc voilà, donc j'ai commencé un petit peu à plus lire de la poésie, avec la découverte des romans en vers aussi. Et du coup, je voulais regarder un peu ce qu'ils avaient en poésie sur cette application, et j'ai vu qu'ils avaient ce recueil de Kate Baer. Et ça avait l'air vraiment d'être exactement tout ce que je recherche dans de la poésie.
Donc c'est des poèmes sur le fait d'être une jeune mère, sur la condition des femmes, voilà. Donc personnellement des sujets qui, enfin le fait d'être une jeune mère ne me touche pas personnellement, mais qui je pense en poésie peuvent être abordés de façon super intéressante et super innovante. Donc j'étais vraiment curieuse et j'avais hâte de voir ce que c'était. Et alors vraiment, zéro. Je suis désolée de dire ça, mais en fait, je n'ai pas compris l'intérêt de ces poèmes. Je n'ai compris l'intérêt d'aucun des poèmes. Je crois que sur tout le recueil, c'est plus d'une centaine de poèmes. Il y en a peut-être un ou deux que j'ai appréciés. Et encore, enfin, c'est pas le genre de poème que je vais aller relire ou quoi. En fait, j'ai trouvé l'écriture extrêmement plate. C'est vraiment des insta-poèmes, comme on dit, donc c'est de la poésie sur Instagram. Donc c'est une forme de poésie particulière dont Rue Picor est une des investigatrices. Pour moi, il y a des critiques contre ce type de poésie qui sont complètement infondées. Ça veut dire que la poésie n'a pas besoin d'être en alexandrin, la poésie n'a pas besoin de rimer, la poésie peut être écrite par n'importe qui. Oui, la poésie peut se trouver n'importe où, même sur Instagram, et dire que juste parce que quelqu'un écrit des poèmes d'une certaine forme, dans une forme très libre, dire c'est pas de la poésie, pour moi c'est faux, et c'est complètement faux, et beaucoup d'auteurs ont réussi à prouver ça, d'autrices notamment, dont Rue Picor. Je sais que certaines personnes n'aiment pas forcément Rue Picor. Personnellement, les poèmes de Rue Picor m'ont beaucoup touchée, même en parlant de sujets qui ne me touchent pas forcément moi personnellement, mais tout simplement parce qu'elle écrit d'une manière qui est belle, percutante, touchante, selon mon opinion. Ici, j'ai l'impression que Kate Baer essaye de faire elle essaye de faire la même chose, mais elle n'y arrive pas en fait. Et je suis désolée, mais juste recopier une phrase en boucle, ce n'est pas un poème. Je peux pas juste dire... allez, je vais vous faire un insta-poème là comme ça. Mon corps n'appartient qu'à moi. Mon corps n'appartient qu'à moi. Mon corps n'appartient qu'à moi. Avec une police différente, ce n'est pas de la poésie. Voilà, c'est une phrase vraie, à laquelle certaines personnes peuvent sûrement s'identifier. Ok, mais ce n'est pas de la poésie. Voilà. Et ça m'a vraiment énervée tout du long, en fait. C'est qu'elle fait tous les clichés de la poésie contemporaine. Et non, en fait ça ne marche pas. Tu ne peux pas juste empiler des mots à la suite ou des phrases random juste parce que oh là là, je me reconnais tellement là-dedans, et dire que c'est de la poésie, en fait, parce que quand il n'y a pas de beauté, quand il n'y a pas d'intérêt, enfin moi j'ai rien ressenti quoi, j'ai rien ressenti. Des poèmes je comprenais pas, je disais mais où est-ce qu'elle veut en venir? Ok, bon, ok. Et en fait j'ai l'impression qu'elle essaye d'écrire des poèmes qui sont ancrés dans le quotidien, voilà, ancrés dans sa vie de mère, dans les difficultés que c'est d'être une jeune mère, d'être une femme. Des sujets qui sont intéressants, et l'idée d'écrire de la poésie ancrée dans le quotidien, c'est super, je veux dire. Cho Nam-jo fait ça de manière absolument magnifique. Cho Nam-jo, elle arrive à vous écrire un poème sur une machine à laver et vous êtes là, waouh, c'est tellement profond. Mais là, en fait, c'est juste creux et c'est juste plat. Et pour moi, il n'y avait pas d'émotion, il n'y avait rien. En fait, pour moi, il y avait vraiment rien et j'ai vraiment rien ressenti. Et j'ai lu les poèmes vraiment comme ça, genre. J'étais sur mon téléphone en plus, donc vraiment ça a ajouté au truc. Ok. Voilà. Donc j'ai déjà tout oublié. Est-ce que je vous recommande ce recueil? Non. Vous trouvez pas que c'est trop drôle que je porte mon t-shirt où il y a écrit Smiles le jour où je rage comme jamais sur mes lectures? Ma lecture suivante, c'est un hit de BookTok et il s'agit de Icebreaker de Hannah Grace. Alors si vous n'avez jamais entendu parler de ce livre auparavant, mais vous devez vivre dans un monde merveilleux. C'est l'histoire de Anastasia, qui est une étudiante à une université spécialisée dans le sport, et elle fait du patinage artistique de haut niveau, et elle va rencontrer Nathan, qui est un jeune prodige du hockey sur glace, et voilà, ils vont tomber amoureux, parce qu'ils vont être obligés de devoir partager la même patinoire après un accident qui est arrivé. Voilà, donc ça c'est le plot. J'étais très curieuse de lire ce livre, pour 3 raisons principales. La première, c'est que le livre était ultra populaire sur BookTok, sur Bookstagram, tout le monde en disait du bien, etc. Forcément, ça pique mon intérêt. Deuxièmement, parce que j'ai vu plein de critiques dire que c'était la pire romance jamais écrite, que c'était genre
c'était le summum de tout ce qui n'allait pas dans les recommandations Bookstagram. Ça a d'autant plus piqué mon intérêt. Ouais, parce que moi, dès qu'il s'agit de rager, dès qu'il s'agit de détester un livre, je suis là finalement. Et la troisième raison, c'est qu'une de mes amies très proches l'a lu, et l'a vraiment beaucoup aimé, sachant qu'elle lit vraiment beaucoup de romances, c'est vraiment le genre qu'elle lit principalement. Et du coup, forcément, elle m'a donné envie de le lire. Voilà. Maintenant, tout ça dit, bah c'était nul. Suis-je trop directe? Peut-être, mais bon. Est-ce que c'était absolument atroce et la pire romance jamais écrite? Non. Non. C'est faux. Ce serait faux. Je pense que, pour commencer avec les points positifs, je trouve ça super agréable que dans les romances contemporaines, on ait quand même un point mis sur le consentement, qui est quand même important. On a en général des personnages masculins qui sont super sympas, super agréables. On a une assez grande diversité. Ça peut paraître bête, mais par exemple, un des meilleurs amis de Nathan, donc l'intérêt amoureux, est en fauteuil roulant. Et en fait, c'est juste pas un sujet. C'est-à-dire que c'est là, et voilà, il est en fauteuil roulant, et c'est comme ça. Et c'est le genre de choses que je pense qu'il y a encore 10-15 ans, on aurait vu beaucoup, beaucoup moins dans la fiction. Et ça fait plaisir de voir des petites choses comme ça. Voilà, il y a des personnages qui sont gays, il y a des personnages qui ont des parents homosexuels, il y a des personnages de différentes cultures. Voilà. Ça fait plaisir de voir ce genre de choses. Malgré tout, cela ne crée pas un bon roman. Voilà. J'ai dit plutôt que Nathan était un personnage vraiment super agréable, super respectueux, que c'est vraiment l'homme parfait dans la fiction, on va dire. Et en fait, je crois que le problème vient de là. Le problème, c'est que dans une romance, il faut de la tension, il faut de la friction. Si tout se passe toujours super bien, si les deux personnages s'aiment depuis le début et qu'ils n'ont aucun obstacle, c'est pas intéressant. Dans ce cas, on va pas lire le livre. Donc pour moi, le problème, c'est pas d'ajouter de la tension, de la friction. Mais si tu crées un personnage masculin qui est absolument parfait sur tous les points de vue, qui est gentil, qui est attentionné, qui est beau, qui répond à tous les besoins de l'héroïne, qui est là quand elle a besoin d'aide, etc. Quand tu crées voilà un personnage parfait, même ses défauts, c'est des qualités en fait. Ses défauts, c'est qu'il a un passé sombre et mystérieux, mais malgré ça, il continue d'avancer. Voilà, même ses défauts sont là même ses faiblesses sont là pour le mettre en avant et le mettre en valeur en fait. Et donc, comme le personnage masculin est parfait et qu'il faut de l'attention, et que dans un couple on est deux, et bien toute l'attention vient du personnage féminin. Et c'est une théorie que j'ai, je pense que c'est pour ça que les héroïnes de romance sont si insupportables. C'est parce qu'il faut bien que l'attention vienne de quelque part, et si on crée un personnage masculin parfait, bah l'attention il peut pas venir de lui. Et vraiment, Anastasia, elle s'appelle Anastasia en plus, c'est un signe sûrement car je connais d'autres héroïnes chiantes qui s'appellent Anastasia. Elle est juste, mais insupportable. Elle est injuste envers Nathan. Genre au début elle est là, je te déteste, toi et moi on pourra jamais se parler, nanana. Mais pourquoi? Mais il n'a rien fait. C'est-à-dire que lui, il n'a rien fait et à cause d'un petit malentendu de rien du tout, ou d'où il n'y pouvait rien, En fait, il lui a même pas menti, il lui a menti par omission alors qu'ils ne se connaissent même pas tant que ça. Et elle est là. Oui, tu m'as menti, comment puis-je te faire confiance? Elle est trop chiante, je vous jure, elle est trop chiante. Surtout, ce qui m'horripile encore plus qu'un personnage insupportable, c'est quand le personnage est insupportable, mais que tous les personnages du roman font genre qu'elle est incroyable. Et ça m'énerve, parce qu'une personne comme ça dans la vraie vie, tout le monde saurait pas à dire. Anastasia, tu es tellement spéciale, et drôle, et intelligente, et incroyable. Non, dans la vraie vie, elle perdrait tous ses amis si elle se comportait comme ça, voilà. Un deuxième aspect, c'est tout simplement que ce roman est trop long. En fait, il ne se passe pas assez de choses. Et donc, l'autrice essaye de forcer plein de micro-événements pour créer de la tension et continuer l'intrigue, mais en fait, il ne se passe rien. Et en fait, avec l'intrigue principale, on aurait fini l'histoire vraiment très 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 rapidement. Ensuite, j'ai l'impression que l'autrice elle-même ne sait pas dans quelle direction elle va quand elle écrit. Donc par exemple, il y a un personnage, donc c'est Ryan, donc c'est l'ancien sex friend de Anastasia, qui au début du roman, genre toute la première moitié, il a une place importante. Alors je dirais pas que c'est une place prépondérante, mais enfin il est là quoi, il vient, il papote, il couche avec elle au début, quand elle est encore avec lui,
il fait des soirées pyjama avec elle après coup, qui fait des soirées pyjama avec son ex-sex-friend. Bref, il est là quoi, il est présent, Ryan, enchanté, voilà, bon gars, bon. Il disparaît du roman, mais quand je vous dis qu'il disparaît, ça veut dire qu'il n'est même pas mentionné à la fin, il n'existe plus. Ah, et j'ai oublié un aspect prépondérant dans ce livre, un aspect qui est partout, qui est tout le temps, les scènes de sexe. Alors, écoutez-moi bien, je ne suis pas quelqu'un de prude, je ne suis pas à faire « Oh, scandale, une scène de sexe, quel scandale, oh, oh, oh. !» Non, je n'ai rien à faire, d'accord? Mais au bout d'un moment, tu ne peux pas combler chaque trou dans ton intrigue, titre, avec une scène de sexe qui sort de nulle part. Il y a une scène où ils couchent ensemble dans un taxi. Dans un taxi. Mais dans un taxi, genre pas un taxi où le chauffeur est pas là, ils sont tout seuls. Non, non, un taxi où il y a d'autres personnes bourrées à côté d'eux, où il y a un chauffeur Uber. Non mais le chauffeur Uber qui est déjà exploité, mal payé, qui se prend des gens super chiants tous les soirs, qui fait vraiment un job super difficile. Et en plus, il doit avoir des gens qui couchent ensemble dans son taxi alors qu'il est là. Mais c'est scandaleux. Et personne ne se rend compte. Mais je suis désolée, mais moi, bourré ou pas, mais si mes potes commencent à se tripoter à côté de moi dans le taxi, je m'en rends compte. Je leur dis, les gars, arrêtez, qu'est-ce que vous faites? Mais non, apparemment, c'est censé être hot et sexy, alors moi, je lisais cette scène, j'étais là. Bon, allez, on va passer à la suite, hein. Écoutez, je vous dis pas ça pour parler de sexe dans ma vidéo. Je vous dis ça parce que je ne peux pas parler de ce livre sans mentionner les scènes de sexe qui sont omniprésentes. Je me rappelle d'un message que j'ai envoyé à mon amie, Les Pieds sur la Lune, encore elle. Au début, on avait parlé un peu quand j'ai commencé ce livre et j'ai dit, bah écoute, je comprends pas pourquoi tout le monde dit qu'il y a que des scènes de sexe pour l'instant. Franchement, il y en a pas trop, ça va quoi et tout. Et puis ensuite, j'ai continué à lire et je lui ai envoyé un message et je me rappelle, j'ai écrit, bah écoute, tu te rappelles la dernière fois quand je t'ai dit qu'il n'y avait pas encore trop de scènes de sexe? Bah apparemment c'était la dernière page sans sexe de tout le livre, parce que je vous assure que c'est tout le temps, toujours tout le temps, à n'importe quelle heure, dans n'importe quelle situation, pour aucune raison. Bref, encore une fois, voilà, vraiment, je comprends, c'est une romance contemporaine, il y a des scènes de sexe, je m'y attends quand je prends le livre, tu vois, ce serait vraiment injuste de prendre ce livre et de dire comment? Surtout que j'en avais vu les critiques, je savais qu'il y allait avoir des scènes de sexe, et encore une fois, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que tu peux pas juste mettre une scène de sexe n'importe où, à n'importe quel moment, sans aucune préparation, sans rien, et t'attendre à ce que les lectrices fassent « Oh là là, comme c'est excitant !» Moi, vraiment, je ne ressentais rien, c'est-à-dire que je lisais ça et j'étais intéressant, intéressant. Bon, page suivante, mais page suivante, il ne se passait rien non plus. C'était vraiment pas une bonne lecture, c'était vraiment très oubliable. De là à dire que c'est la pire romance jamais écrite, on va se calmer, on va arrêter. Encore une fois, je trouve ça plutôt positif qu'on ait voilà, un personnage masculin qui est respectueux de l'héroïne, qui respecte son consentement, voilà, ce genre de choses. Je trouve ça agréable, ça devrait être la base, en fait, ça devrait être la base. Mais bon, ce n'est pas la base et ça n'arrive pas dans tous les romans, donc quand ça arrive, on est content. Mais voilà, est-ce que je vous recommande ce livre? Franchement, non. Est-ce que je ne vous le recommande pas? En fait, si vous aimez vraiment la romance, c'est vraiment un genre que vous aimez, je pense que vous pourrez passer un bon moment. Un autre aspect, juste une dernière chose que j'ai oublié de dire à propos de ce livre, je pense que mon avis a été aussi vachement biaisé par le fait que je l'ai lu très lentement. En fait, je l'ai vraiment traîné sur la longueur, mais encore une fois, parce que l'intrigue m'intéressait pas, parce qu'il n'y avait pas d'enjeu, en fait. Parce que le personnage principal m'horripilait. Mais du coup, j'ai vraiment seulement lu, genre je l'ai lu vraiment 50 pages par 50 pages, même pas, chaque jour un petit peu, un petit bout. Et du coup, il a vraiment traîné en longueur, et je pense que ça a d'autant plus marqué mon impression que ce livre est vraiment trop long, etc. Je pense que si je l'avais lu d'une traite, parce que c'est le genre de livre qui se lit mieux d'une traite, je pense que mon avis aurait été légèrement plus positif. Et maintenant, pour la dernière lecture de ce 5 romans, j'aimerais que vous oubliez tout ce que je viens de dire de mal sur Icebreaker. Parce que Icebreaker est un chef-d'œuvre. Icebreaker est un classique. Icebreaker se retrouvera étudié au même titre que Shakespeare dans des centaines d'années, comparé au livre dont je vais vous parler maintenant.
Mais en même temps, c'est de ma faute. Je l'ai cherché. C'est entièrement ma faute. Je vais vous parler de Neon Gods de Katie Roberts. Ouais, j'ai lu ça, ouais. Par où commencer? Donc, Neon Gods, c'est une réécriture du mythe de Perséphone et Hadès. Oui, encore une. Je commence à en avoir marre, et pourtant, vraiment, j'adore la mythologie grecque. J'adore les réécritures de la mythologie grecque, et c'est pour ça aussi que j'en lis autant. Mais au bout d'un moment, en fait, la mythologie grecque est tellement vaste, il y a tellement de mythes intéressants, et j'en ai marre qu'on écrive tout le temps sur le même mythe, sur Hadès Perséphone. Je suis d'accord, c'est une histoire chouette, mais est-ce qu'on peut arrêter un moment? Au bout d'un moment, c'est l'oncle de Perséphone qui la kidnappe pour la marier de force. Bon, voilà, c'est pas non plus la romance ultime. Donc, est-ce qu'on pourrait se concentrer, s'il vous plaît, sur d'autres mythes, voilà, et un peu abandonner celui-là qui a vécu son temps. Voilà, je pense que il y a eu de très bonnes réécritures de ce mythe, maintenant il est temps de passer à autre chose. Et ce livre-là, donc, est une réécriture du mythe de Hadès et Perséphone, érotique. Et je me suis dit que ce serait une bonne idée de le lire. Écoutez, je savais que ce livre allait être mauvais. J'ai dit à une amie, cette amie c'est les pieds sur la lune, oui c'est encore elle, que j'allais lire ce livre, elle m'a dit, mais t'es sérieuse? Parce qu'elle savait que ça allait être mauvais, mais je savais que ça allait être mauvais. J'avais un espoir. En fait, j'ai lu il y a certain temps une réécriture du mythe de Héros et Psyché, de Carly Spade, si je ne dis pas de bêtises, et franchement, c'était un livre dont j'attendais qu'il soit vraiment nul, juste une romance érotique vraiment nulle, et qui franchement était sympa. Alors, je n'irai pas à dire que c'était un chef-d'œuvre et que c'était incroyable, que c'était un coup de cœur, loin de là, mais c'était sympa. Et je m'étais dit, il ne faut pas se fier aux apparences. Et donc là, je me suis dit, mais voilà, tout me dit que ce livre va être une romance érotique extra cringe et pas terrible. Et si je lui laissais quand même une chance? Mais quand je pense que j'ai des chefs-d'œuvre, mais littéralement des chefs-d'œuvre de la littérature qui m'attendent d'être lus, quand je pense que j'ai des livres, mais vraiment, qui ont l'air super bien écrits, qui m'attendent dans ma pile à lire, qui m'attendent sur ma liseuse, quand je pense à toute l'offre que j'ai, avec toutes les applications de lecture que j'ai, toutes les possibilités qui sont ouvertes à moi de découvrir de la littérature, de vibrer avec les mots, et j'ai choisi ce livre, mais je mérite ce qui m'arrive en fait. J'arrête pas de vous dire que ce livre est mauvais, mais je ne vous dis pas pourquoi. Alors, commençons tout simplement par le fait que l'autrice ne sait pas écrire. C'est mal écrit, mais mal écrit. Et sachez que je l'ai lu en anglais, et que normalement, quand je lis en anglais, j'ai tendance à moins voir le style, parce que ce n'est pas ma langue maternelle. Mais là, vraiment, même à travers l'anglais, j'arrivais à voir que le style était complètement mauvais. L'autrice ne maîtrise pas du tout des concepts de base comme le show don't tell, donc c'est un concept du cinéma. L'idée c'est que tu dois montrer au lecteur ou au spectateur ce que tu veux qu'ils pensent, mais tu ne dois pas leur dire. La première scène de ce roman, je vous jure que c'est la pire scène d'exposition que j'ai jamais lue. Donc, Perséphone est à une fête avec sa sœur Psyché, oui Psyché et sa sœur, on s'en fiche, et elle est là. Oh là là, comme nous sommes en retard, j'espère que notre mère Déméter, avec qui nous entretenons une relation difficile, conflictuelle et toxique, ne sera pas trop en colère. Psyché, ne t'en fais pas, Perséphone. Oh, regarde, les statues des 12, les dieux qui régissent parmi nous. Oh là là, oui, remarque comme la statue de Hadès est couverte de noir. Je me demande si Hadès existe vraiment, ou loulou. Oh bah non, ma sœur, voyons, c'est sûr que ce n'est qu'une légende. Ok. D'accord. Mais le pire, c'est que l'univers a quelques bonnes idées. Je trouve que l'idée d'avoir les 12 dieux olympiens qui sont en fait des personnes qui se passent le rôle au fur et à mesure des générations est plutôt bon. Laure l'a déjà fait et carrément mieux que ça, mais bon, d'accord. Mais là, vraiment, il n'y a aucun suspense, aucun intérêt. Tout est juste rushé pour que vite, elle rencontre Hadès et que la romance commence. Et la romance
ne fait aucun sens. Il n'y a aucune raison que ces deux-là se plaisent. Au moins, dans Icebreaker, la romance fonctionnait. Elle était insupportable, il n'y avait pas d'intrigue, mais on sentait qu'ils allaient bien ensemble. Je croyais à leur couple, je croyais que ce couple fonctionnait. Là, mais il n'y a rien. Je suis incapable de vous dire quelle est la personnalité de Perséphone. C'est une femme forte et indépendante qui a un sens de l'humour cynique, et c'est tellement une girl boss, comme toutes les héroïnes de romance. Et Hadès, il est sombre et mystérieux et cache un passé troublant, mais au fond, il a un cœur en or. Ok. Donc voilà, il n'y a pas d'intrigue, ou alors une intrigue très pauvre, mal développée, mal écrite, et toute l'intrigue n'est là que pour forcer la romance et les scènes de sexe. Je vous ai dit que c'était un roman érotique, mais écoutez les gens, même les scènes de sexe étaient mauvaises et mal écrites. Mais quitte à écrire un roman... Non mais je suis désolée. Quitte à écrire un roman érotique. Ok, pourquoi pas, d'accord. Mais le minimum syndical, c'est que au moins les scènes de sexe soient bien écrites. Et bien là, même pas. Non, même pas. C'était chiant à mourir. Cringe. Cringe, mais très cringe. Écoutez, franchement, je n'ai rien contre l'idée d'un roman érotique ou même d'un roman pornographique. D'accord ? S'il y a des gens à qui ça plaît, pourquoi pas ? Voilà. Personnellement, c'est pas mon truc. C'est pas ma came, parce que je trouve que juste lire des gens faire des galipettes pendant 500 pages, au bout d'un moment, ça ennuie. Et là, elle commence à me toucher sensuellement. Encore. mais bon, ok, que ça existe, pas de problème. Qu'il y ait des gens qui aiment lire ça, pas de problème. Mais pour moi, le minimum quand tu écris un roman érotique, c'est que tu fasses ça bien. Quitte à écrire des scènes de sexe, mais fais-le bien. Et quitte à écrire une romance inspirée de la mythologie grecque entre Hadès et Perséphone, un peu érotique avec des tensions politiques, etc. Mais tu as de l'or entre les doigts, tu as tout un monde, toute une mythologie que tu n'as même pas eu besoin de penser avec ton petit cerveau parce qu'elle existe déjà depuis des millénaires. Tu as le sol parfait pour planter une plante magnifique et tu l'utilises pour mettre une plante en plastique. Ça m'énerve. Bref, en fait, je peux même pas en vouloir à ce livre parce que il avait l'air nul. Tout le monde m'a dit qu'il était nul. Je l'ai commencé, je me suis dit qu'il était nul. Et il était nul. Voilà, finalement, il répondait bien aux attentes que j'en avais. Voilà, donc ça, c'est un point positif, j'imagine. Mais quand je pense qu'il existe maintenant 7 livres, je crois, dans cette série, vais-je lire la suite ? Non, je suis pas assez masochiste pour m'infliger ça, non. Vous avez mon avis sur Neon Gods. C'est mal écrit. Il y a trop de scènes de sexe. Les scènes de sexe elles-mêmes sont mal écrites. C'est tout pour moi. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo 5 romans. Ou plutôt, enfin, enfin, maintenant que j'ai parlé de ces livres, je vais pouvoir me libérer de leur aura maléfique. Vraiment, on est sur un très mauvais début d'année 2024 en matière de lecture. En tout cas, moi je suis saturée de romances BookTok et Bookstagram pour un certain temps. Donc même si ma curiosité me piquait, même si je me demande si c'est aussi nul que ce que tout le monde dit, je ne tomberai plus dans le piège avant un certain temps. Parce qu'au bout d'un moment, si ça a l'air d'être de la merde, si ça sent comme de la merde, si ça a le goût de la merde, c'est sûrement de la merde. Et c'est sur ces belles paroles philosophiques que je vous laisse aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas à me dire si vous les avez aimés, et dites-moi pourquoi. Si je dois vous recommander un seul livre de cette vidéo, c'est très clairement Le français va très bien, merci. Et pour les autres, vraiment passez votre chemin. Voilà, vous m'en remercierez. D'ici la prochaine fois, je vous souhaite de meilleures lectures que les miennes, et je vous dis à la prochaine. Salut!